Bonjour, aujourd'hui on va parler de la compression médulaire lente. Le livre est utilisé et Medio Smart en neurologie. Donc, la compression médulaire lente est un syndrome neurologique causé par la compression progressive du moelle épinière ou de ses racines. Est une urgence diagnostique et thérapeutique. La nécessité d'une prise en charge rapide pour éviter les séquelles neurologiques est réversible. L'IRM, c'est le gold standard pour le diagnostic. Un petit rappel anatomique. La moelle épinière est entourée par le canal vertébral, espace inextensible. Leur vascularisation est assurée par l'artère spinale antérieure, les artères spinales postérieures et l'artère d'Adam-Kiewinski. Donc, la moelle épinière est composée de la moelle cervicale, s'étend jusqu'au disque intervertébral C6 et C7 donne 8 racines. On a la moelle dorsale s'étend jusqu'au disque intervertébral de D10, D11 donne 12 racines et la moelle lombaire s'étend jusqu'au L1 et donne 5 racines. La moelle sacrée et coccygienne s'étend jusqu'au disque L1, L2 et donne respectivement 5 racines sacrées et une racine coccygienne. Au niveau lombaire, le cul-de-sac ne contient que les racines lombaires et sacrées, dont la compression réalise un syndrome particulier, le syndrome de la queue de cheval. Ce décalage s'explique par la croissance plus rapide de la colonne vertébrale par rapport à la moelle épinière pendant la vie embryonnaire et a pour conséquence l'obliquité de plus en plus importante des racines depuis le niveau cervical où elles sont horizontales jusqu'au niveau lombaire où elles sont verticales. La moelle spinale est organisée transversalement en métamère et longitudinalement en fibres longues. Le métamère, ce sont des segments délimités par l'émergence d'une paire de nerfs spinaux. Ceux-ci représentent comme une série d'anneaux fonctionnels répétés tout au long de la colonne vertébrale où chaque anneau ou la métamère est relié à une partie du corps par le nerf qui en sort. La moelle épinière comporte des fibres sensitives et des fibres motrices. Les fibres sensitives responsables à la voie spinothalamique qui véhicule la sensibilité thermoalgésique. Elles croisent à chaque niveau métamérique et elles cheminent dans le cordon latéral de la moelle du côté opposé. On a la voie lamniscale qui véhicule le tact épicritique et la sensibilité profonde située dans le cordon postérieur de la moelle homolatérale. Elles croisent plus haut à la partie inférieure de la moelle allongée ou le bulbe. On a le faisceau pyramidal moteur, après avoir croisé dans la moelle allongée, descend dans le cordon latéral de la moelle. Il y a une autre petite remarque. Il y a un décalage entre le niveau vertébral et celui du métamère médulaire. Exemple, le métamère T12 est en regard de la vertèbre T9. D'accord? Ou le cul de cheval, ce sont les dernières racines spinales de L2 à L5. D'accord? Et la racine sacrée. On a l'artère de Adams-Kiewinski. C'est une artère radiculo-médulaire antérieure irrigue les 2/3 antérieurs de la moelle épinière, plus spécifiquement la région dorsale inférieure et lombaire est sacrée. Donc, on va parler de la compression médulaire lente. C'est un processus expansif dans le canal vertébral. Compression de la moelle par effet de masse directe ou ischémie. Un processus expansif veut dire une masse qui se développe à l'intérieur d'un espace clos et qui pousse les tissus environnants. D'accord? Donc, on a déjà dit que la compression médulaire lente est une urgence neurochirurgicale. Tout processus expansif qui se développe dans cet espace est responsable d'une compression de la moelle.
Il en résulte une perte progressive des fonctions de la moelle à un stade tardif. Les lésions installées deviennent irréversibles. Le diagnostic doit être précoce pour sauver le pronostic vital. Une petite remarque, les manifestations cliniques traduisent la souffrance de l'axe nerveux, peut être secondaire soit à un phénomène compressif des cordons médulaires ou là des phénomènes vasculaires par compression des vaisseaux médulaires. Maintenant, on va parler de la diagnostic clinique. On a un syndrome rachidien, un syndrome radiculaire lésionnel, représenté par le syndrome neurogène périphérique, ou on a le syndrome sous-lésionnel. Le syndrome lésionnel. Le syndrome lésionnel traduit la souffrance du métamère ou le nerf périphérique, directement comprimé par la lésion en cause. Il s'agit d'un syndrome radiculaire. En principe, il précède le syndrome sous-lésionnel. Il est composé de douleurs radiculaires, un déficit moteur ou sensitif, permet d'identifier le niveau de la lésion. Le syndrome lésionnel a la douleur radiculaire, souvent isolée au début, de topographie constante signalant le dermatome lésionnel. Survient en éclair, par salve, par poussée, impulsive, à la toux, fixe et vive, à récurdescence nocturne, surtout la nuit, peut s'estomper, donc يختفي, dans la journée avec l'activité physique, donc fixe et vive, à récurdescence nocturne, surtout la nuit, peut s'estomper, يختفي dans la journée avec l'activité physique et ne se manifester qu'au repos, peuvent s'atténuer à la déambulation nocturne. Donc, نحبسوا الحركة في الليل يروح. La topographie de la douleur radiculaire. La topographie de la douleur radiculaire au niveau cervical, on a une névralgie brachiale. Au niveau thoracique, on a une névralgie en hémiceinture. Au niveau lombaire, on a une sciatique ou cruralgie. D'accord? On a les signes moteurs ou sensitifs localisés, amyotrophie, abolition des rotes. Le déficit moteur périphérique ou l'amyotrophie, une hypoanesthésie à tous les modes dans le même territoire radiculaire. Le déficit moteur dans le syndrome. Il y a une petite remarque, il faut savoir que la douleur radiculaire est plus discrète au début, à l'étage thoracique ou abdominal qu'au niveau cervical, où la névralgie est plus typique. Au début, les signes cliniques sont peu marqués. D'accord? L'abolition des réflexes. Le trouble moteur, ce sont parmi les signes subjectifs rapportés par le malade, surtout. Les troubles sensitifs, ce sont des signes subjectifs caractérisés par une hypo ou anesthésie à tous les modes. Maintenant, le syndrome sous-lésionnel dû à la compression des voies motrices et sensitives. Il associe les troubles moteurs, sensitifs et sphinctériens. Il traduit l'atteinte des fibres médulaires longues et ne se manifeste qu'au-dessous du niveau lésionnel, représenté par le syndrome médulaire. Donc, on a le syndrome pyramidal, caractérisé par une paraparésie spastique. La paraparésie, c'est une faiblesse ou déficit moteur incomplet des membres inférieurs caractérisé par la difficulté à bouger, de marcher anormal et ou faiblesse des jambes, mais avec un certain degré de mouvement conservé. C'est la paraparésie. On a une atteinte coordonale postérieure caractérisée par des troubles proprioceptifs et le signe de l'ermite. On a l'atteinte spinothalamique hypo ou anesthésie thermo-algésique.
وعندنا une atteinte du système nerveux autonome et végétatif caractérisée par des troubles sphinctériens et sexuels. Le syndrome pyramidal, dont le syndrome sous-lésionnel, est d'intensité variable, représenté par la claudication médulaire intermittente et indolore. La claudication, معناتها la diminution du périmètre de marche هنايا. Il oblige le patient à un certain degré d'arrêter la marche ويقعد في بلاصتو باه يرتاح. Donc la distance de la marche devient de plus en plus courte. Les signes d'irritation pyramidale représentés par des réflexes vifs et polycinétiques plus un signe de Babinski positif. Les troubles sensitifs de la compression médulaire avec un syndrome sous-lésionnel peut intéresser tous les modes. Atteinte coordonale postérieure se traduit par des douleurs constrictives, des paresthésies avec une impression de marcher sur du coton avec gêne plus marquée lors de la fermeture des yeux. عندنا le signe de l'ermite positif. Le déficit sensitif n'est pas toujours complet, initialement coordonal postérieur ou spinothalamique. Le courbe de Guyot illustre l'évolution clinique d'une compression médulaire en fonction du temps et de l'intensité de l'atteinte. Le courbe permet l'évolution des troubles moteurs par des phases. Voilà le courbe. D'accord. On a deux phases. Il y a la phase réversible comprend la paraparésie, la parésie spasmodique, la parésie hyperspasmodique, la plégie flesco-spasmodique, caractérisée par la réversibilité des troubles. D'accord? Voilà. La phase réversible, caractérisée par la paraplégie qui est spastique, hypertonique avec des réflexes vifs, une intervention rapide peut restaurer la fonction. Ok, il y a d'autres phases, il y a la phase irréversible, si la compression persiste, on atteint une paraplégie flasque. Hypotonie avec aréflexie, des lésions sont définitives et irréversibles. La différence entre la paraparésie ou la paraplégie, qui m'a la paraparésie a une faiblesse musculaire, certains degrés de mouvement est conservé. La paraplégie, c'est une paralysie totale des deux jambes, donc c'est une perte complète de la capacité à bouger et à ressentir les membres inférieurs. Le signe de l'ermite, c'est une décharge électrique le long du rachis et des membres inférieurs à la flexion du cou. D'accord? Les troubles sphinctériens, le syndrome sous-lésionnel caractérisé par l'incontinence ou des mictions impérieuses, d'accord, avec rétention urinaire, sont plus tardives, d'apparition plus tardive. On va parler du syndrome rachidien. La douleur est de type inflammatoire et diurne et nocturne, peut calmer par les antalgiques. Elle précède de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les signes neurologiques augmentent à l'effort, mais aussi au repos et la nuit. Ce sont des douleurs vertébrales chroniques nocturnes résistantes aux antalgiques, un raideur rachidienne et contracture musculaire paravertébrale. Le syndrome rachidien, il est inconstant, traduit une souffrance des éléments osseo-disco-ligamentaires du canal rachidien. Le raideur d'un segment du rachis doit être recherché systématiquement et il y a aussi une déformation du rachis en syphose ou la scoliose. On a une petite remarque, les lésions médulaires irréversibles sont dues à une ischémie médulaire composée essentiellement du myélomalacie. Maintenant, les examens complémentaires dont la compression médulaire lente.
عندنا l'imagerie, la radiographie standard, signe de lyse osseuse, osteocondensation et arthrose. L'IRM, c'est l'examen de référence avec injection du produit de contraste, examen urgent en première intention devant la suspicion clinique de souffrance médulaire, détermine la topographie, est-ce qu'elle est épidurale, intradurale, extra ou intramédulaire. Dans le processus épidural, les anomalies squelettiques avoisinantes devront être recherchées. L'IRM permet d'établir une cartographie du processus tumoral en déterminant la hauteur, les dimensions, les rapports avec les structures avoisinantes du processus lésionnel. Le scanner et le TDM évaluent les atteintes osseuses, les métastases, les fractures et l'arthrose. Le volet biologique, la FANAS et le CRP en cas de suspicion infectieuse, PSA, le CA15-3 et le CA19-9. Le bilan oncologique, c'est métastases suspectées. Ce sont le CA ou le PSA. Ce sont des facteurs, ce sont les facteurs tumoraux. Le cas, la suspicion d'un tumeur. Il y a un autre examen qu'on peut l'utiliser, c'est le PL. Donc, comme on a dit, il y a d'autres examens qu'on peut l'utiliser dans le diagnostic de compression médulaire lente. Parmi ces examens, on a la PL. Permet de détecter un blocage à l'écoulement du LCR. Classiquement, l'étude du liquide retrouve une dissociation albuminocytologique, c'est-à-dire une augmentation de la protéinurie sans augmentation des cellules. Dans les formes évoluées, ce liquide peut être franchement xanthochromique, veut dire jaune. Le PL peut être aussi à l'origine d'une décompensation plutôt brutale et doit être proscrite devant un tableau de compression médulaire en l'absence d'IRM. Il y a aussi le myélo-scanner rachidien en cas de contre-indication à l'IRM. Ce sont la réalisation de coupes de scanner rachidien après injection de produits de contraste en intradural pour visualiser les apports de la moelle avec les structures adjacentes dans le rachis. Maintenant, on va parler des étiologies de la compression médulaire. On a les causes extradurales, les causes intradurales extramédulaires ou les causes intramédulaires. Les causes extradurales sont représentées essentiellement par les tumeurs vertébrales secondaires. On a les métastases d'un cancer primaire, surtout poumon, sein, prostate et lymphome. On a la spondylodicite infectieuse due à la staphylocoque tuberculose qui est le mal de Potte, la pathologie dégénérative, les myélopathies cervico-arthrosiques, l'hernie discale, canal lombaire étroit, ou on a l'hématome épidural post-traumatique ou la anticoagulation. Maintenant, on va détailler un petit peu. La myélopathie cervico-arthrosique peut aboutir à une compression médulaire lente cervicale. Elle concerne les patients de plus de 40 ans aux antécédents de névralgie cervico-brachiale, traumatisme rachidien cervicaux. Le syndrome sous-lésionnel FLE-CAHADA comporte un syndrome pyramidal spastique progressif avec des troubles sensitifs subjectifs, dont le classique signe de l'hernie. L'IRM confirme le cervicarthrose avec une étroitesse du canal cervical et une arthrose préférentiellement sur la partie inférieure du rachis cervical. Maintenant, on va parler des causes intradurales extramédulaires. On a deux types. Les méningiomes, localisation dorsale surtout la femme, ou on a les neurinome, le syndrome radiculaire précoce. Les méningiomes concernent les femmes de plus de 50 ans présentant une compression médulaire typique. Trouble de la marche progressive associé à un modeste syndrome lésionnel radiculaire. Localisation tumorale thoracique dans les 2/3 des cas. L'IRM confirme le diagnostic. On a le neurinome qui est une tumeur bénigne développée
Au dépend de la gaine de Schwann d'une racine nerveuse, le plus souvent cervicale, et née parfois en extradural, traversant alors le trou de conjugaison et s'étend en intradural, neurinome en sablier. La localisation par ordre décroissante en cervicale, thoracique et lombaire. La compression médulaire met un syndrome radiculaire et des douleurs. La radiographie rachidienne peut montrer un élargissement du trou de conjugaison. L'IRM représente une tumeur sur une racine spinale, surtout dorsale, donnant l'aspect d'un sablier. Plus de signes cutanés en café de lait, mais les antécédents familiaux du neurinome. Les causes maintenant intramédulaires. On a les tumeurs primitives représentées par l'astrocytome et l'épendymome. L'astrocytome, c'est une tumeur cérébrale qui prend naissance dans les astrocytes des cellules gliales qui soutiennent et protègent les neurones. وعندنا l'épendymome, ce sont des tumeurs qui se développent à partir des cellules épendymaires tapissant les cavités, les ventricules du cerveau et le canal central de la moelle épinière. عندنا la syringomyélie est une cavité intramédulaire. La plainte principale concerne avant tout des douleurs, des névralgies cervico-brachiales, des névralgies de l'épaule, des bras à type de brûlure. On a le cas un syndrome suspendu, veut dire ne touchant qu'une fraction de métamère. L'IRM confirme le diagnostic par un élargissement de la moelle prise de contraste plus ou moins hétérogène et des œdèmes. L'IRM montre aussi un effacement des espaces liquidiens périmédulaires et visualise la tumeur qui peut comporter une note charnue en hypersénile en T2 plus ou moins associée à des formations kystiques. Parmi les causes aussi intramédulaires, on a des malformations vasculaires représentées par les cavernes, les angiomes, les fistules artério-veineuses durales périmédulaires. Les diagnostics différentiels, autre cause du déficit moteur et sensitif. عندنا le sclérose latérale amyotrophique. Le cas les signes sensitifs plus sphinctériens sont absents. عندنا une ischémie médulaire. عندنا le sclérose en plaques. Le cas on a une paresthésie spastique progressive plus le signe de souffrance médulaire. On a la myélite infectieuse qui est une inflammation de la moelle épinière souvent causée par une infection ou une maladie auto-immune qui endommage la myéline des nerfs. On a la carence en vitamine B12 ou la vitaminose B12. On va parler du pronostic. Le pronostic des tumeurs bénignes est bon, voire excellent, surtout pour les neurinomes et les méningiomes. Il est mauvais pour les tumeurs malignes telles que le sarcome osseux et le myélome multiple. Il dépend de la tumeur primitive pour les métastases rachidiennes. Bon pour le cancer de la prostate et il est hormonosensible et le cancer thyroïdien, mauvais pour le cancer du poumon et variable pour le cancer du sein. La prise en charge maintenant, la conduite à tenir. Il y a une aggravation dans quelques heures aboutissant à une paraplégie ou tétraplégie complète et définitive s'il n'y a pas une prise en charge rapide. Le but du traitement est une décompression radiculomédulaire, étude anatomopathologique, un traitement étiologique et une stabilité rachidienne. La prise en charge urgente, une hospitalisation immédiate en neurochirurgie, IRM en urgence, une corticothérapie IV, c'est suspicion de compression tumorale ou d'origine inflammatoire, la décompression chirurgicale, c'est indication. Un traitement étiologique, antibiothérapie et drainage psychose infectieuse, chimiothérapie, radiothérapie, psychose tumorale, rééducation fonctionnelle post-chirurgie,
plus une surveillance clinique et radiologique. Donc, en grosso modo, les moyens thérapeutiques, on a médicamenteux, antalgiques, ANS, antibiothérapie ou les corticoïdes, une kinésithérapie et prévention des complications du diabète, la chirurgie à bord postérieur ou antérieur, une thymectomie en cas d'origine tumorale, une ostéosynthèse, c'est instabilité rachidienne plus une radiochimiothérapie.